Une personne sur 2 dans sa vie va se retrouver un jour en situation de handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on est tous concernés. Quand on devient handicapé, nos proches deviennent des valides, et puis nos proches deviennent des valides blessants. La double peine, c'est le collectif de travail. Les gens ont souvent peur en fait d'être maladroits surtout. Le risque, c'est d'être discriminant en partant d'une bonne intention. Oh, tu veux que je te pousse? Non, j'ai des bras. Quand il y a une personne en situation de handicap qui arrive, c'est pas parce qu'elle est en situation de handicap, c'est juste parce qu'elle est compétente. Tous les trucs que je peux faire, je les fais moi-même en fait. Ça va être trop compliqué pour toi, t'es sourd, tu vas pas comprendre. J'ai bugué, j'ai frisé, mon cerveau s'est débranché la fée. Donc voilà, autant de conneries en une petite phrase. Vous êtes en train d'écouter Au boulot ou comment déconstruire les discriminations autour du handicap au travail. C'est un podcast produit par la Mission Handicap de la Sécurité sociale, réalisé par Marguerite Fouletier et Romain Rabier. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la discrimination au niveau des conditions de travail quand on est en situation de handicap. Nous avons entendu qu'il peut être difficile d'accéder à ces conditions parce qu'il peut être difficile d'en parler et de les assumer, surtout par rapport aux collègues. Et c'est justement des collègues dont nous allons parler pour analyser, comprendre et éviter la discrimination qui se cache derrière l'aide, la gentillesse et la bienveillance. Oui, vous avez bien entendu, il est possible de mal faire en voulant bien faire, d'être discriminant ou discriminante en voulant aider. Donc pour déconstruire les discriminations et changer ces bonnes mauvaises habitudes, écoutons Arthur Omoite expliquer la base du validisme pour qu'il n'y ait plus besoin de faire de podcast sur le sujet. Allez, au boulot. Rarement, on me dit dans la rue, sale handicapé, tu vois ce que je veux dire? Mais ça se retrouve dans plein de trucs. C'est pas de la discrimination, mais le nombre de gens qui me disent « Oulala, vous voulez que je vous accompagne à l'ascenseur ?» Pourquoi oulala? Et pourquoi l'ascenseur? Enfin, j'ai des pieds, hein. Ils vont très bien. Hein. Et les marches, c'est facile à monter. C'est quelque chose de répétitif. Tous les 20 cm à peu près, on monte, ça fait 30-40 cm de profondeur et c'est parti. C'est pas oulala, hein. Mais il y a un postulat de « Oh my God !» Parce que la personne qui formule cette inquiétude le formule en fait pour elle. C'est qu'à ma place, elle suppose qu'elle galérait. Mais moi, je galère pas, je suis habitué. La plus grosse des discriminations, elle est dans la présomption d'incapacité. Le postulat de base de se dire « Ah, cette personne est handicapée, donc je vais parler plus fort », t'es là « Mais j'entends très bien, ça va très bien. » En fait, et là, tu sens qu'il transpire ce postulat de « La pauvre personne, il faut que je l'aide. » Et ça, c'est terrible, parce que vraiment, tu es là dans une représentation de il y a le valide et la pauvre personne en situation de handicap. Donc ces discriminations ordinaires-là et ces présomptions d'incapacité, elles existent et elles sont un peu partout. Et c'est, à mon avis, sur ces trucs-là qu'il faut vraiment acter et changer ces représentations-là. Et c'est exactement ce qu'il y avait comme idée de fond quand je parlais de situation de handicap. C'est comprendre qu'il y a le handicap, oui, il est là, mais qui s'exprime dans certaines situations et que par ailleurs, je ne suis pas du tout handicapé pour bien d'autres choses. Et donc, je ne suis pas que en situation d'incapacité visuelle, mais j'ai beaucoup d'autres capacités auditives, de compréhension, de représentation mentale, de communication, de force de conviction, de tous ces trucs-là, je ne suis pas du tout handicapé. C'est ce qu'on appelle les micro-agressions, donc les petits comportements de la vie quotidienne qui viennent impacter un peu la façon dont on vit, et qui montrent qu'en fait pour les personnes en situation de handicap, la catégorie la plus représentée de micro-agressions, c'est l'aide non sollicitée. Camille Sanré, vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, elle est enseignante, chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg, et elle travaille sur la perception des groupes minoritaires et les mécanismes qui vont expliquer la stigmatisation des personnes en situation de handicap. C'est le fait qu'en fait, les gens n'ont rien demandé. Alors je pense notamment, et j'ai été en fauteuil roulant, donc je l'ai vécu, des personnes, on est en train de se promener dans la rue, et puis qui vont attraper le fauteuil, puis qui vont vous dire « Non, vous inquiétez pas madame, je vais vous aider ». Donc en fait, ça fait partie dans la vie quotidienne de ce qui est le plus représenté en termes de micro-agression. Donc de fait, cette infantilisation-là et cette idée que les personnes en situation de handicap sont pas des agents autonomes. C'est forcément des personnes qui vont avoir besoin des personnes valides, parce que les personnes valides vont être plus en capacité, encore une fois, de pouvoir se mouvoir, notamment, mais pas que, dans l'environnement, quoi. Donc ça, c'est pas qu'une idée comme ça, quoi. C'est vraiment, il y a des données pour montrer ça. Plutôt que d'imposer son aide à quelqu'un quand on veut lui faire traverser la rue, d'être dans une posture ouverte de « Est-ce que je peux vous proposer mon aide, monsieur ?» Oui, non. Et d'être dans cette posture d'ouverture, de dire « Bah tiens, on va embaucher une personne, et cette personne est en situation de handicap, et on va lui poser la question, et l'aider en toute sérénité à pouvoir poser sur la table de quoi j'ai besoin pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions avec vous. Avec cette posture d'ouverture que l'employeur comme l'employé doivent adopter l'un par rapport à l'autre.
Il y en a un qui doit faire confiance à l'autre pour dire « Ok, je vais poser sur la table ce dont j'ai besoin et tu ne vas pas me juger comme étant un incapable. » Et l'autre qui doit avoir cette posture ouverte en disant « Ok, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez être au mieux parce qu'on va vous embaucher, on va vous donner du fric pour ça. Et ben, on veut vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez exprimer votre talent, en fait. » C'est juste ça dont il s'agit. Plutôt que de vouloir le faire rentrer dans un moule dans lequel il ne va pas rentrer. Je me souviens de quand j'étais en fauteuil roulant et ensuite en béquille, etc. En fait, tout le monde me disait « C'est fou quand même, t'es trop courageuse. Moi, je pourrais pas. » Et en fait, je pense que le problème, il est là. C'est-à-dire que, alors déjà, à quel moment on se dit que c'est pas un choix, évidemment. Tout le monde est capable, parce que en fait, on ne choisit pas de se retrouver dans cette situation-là. Mais à partir du moment où on a l'impression qu'effectivement les lignes sont imperméables complètement et qu'effectivement il y a des catégories, en fait, que la personne là qui a vécu ça, c'est une personne qui a vécu ça et qui est trop courageuse parce qu'elle a vécu ça et que moi ça pourrait jamais m'arriver et d'ailleurs je pourrais pas. Je trouve que c'est une très bonne illustration, je la donne en cours, parce que ça parle bien de la catégorisation et de la façon dont on héroïse, là, en l'occurrence, mais en tout cas dont on héroïse et dont on part du principe que tout est imperméable, en fait, et que c'est vraiment... Il y a eux qui sont en situation de handicap et puis il y a nous qui sommes valides, et en fait, les deux sont pas perméables, quoi. La catégorisation dont elle parle, c'est dire à une personne qu'il ou elle a du courage à cause de son handicap. Donc c'est la mettre dans la catégorie des gens courageux. C'est ça, la catégorisation. Et l'imperméabilité de ces catégories, c'est quand on dit « moi, je ne pourrais pas ». Je ne suis pas dans cette catégorie. Qu'il y a d'un côté les personnes en situation de handicap, de l'autre les valides. Parce que rarement on entend « oh, quel courage, il est exactement comme moi ». Donc cette catégorisation, elle empêche d'être ensemble. Elle met de la distance entre les valides et les personnes en situation de handicap. Et cette distance, elle cause au moins 2 problèmes. Le premier, c'est que ça va rassurer les valides sur le fait qu'ils ne sont pas concernés et que ça ne peut pas leur arriver, que le handicap est une chose lointaine et tant mieux. Et le second problème, c'est quand cette distance s'installe dans une équipe de travail entre collègues. Si on veut pas être dans l'héroïsation ni dans l'infantilisation, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut juste traiter les personnes comme toute autre personne. Et pas partir du principe que parce que situation de handicap, ça nécessite forcément une aide constante. Et surtout, pas supposer que parce que personne valide, on a plus les réponses et on sait mieux ce qui est bon pour la personne que la personne elle-même. C'est-à-dire que les personnes qui sont en situation de handicap, dans la grande majorité, en fait, sont tout à fait capables de dire quand elles ont besoin d'aide, d'identifier les situations dans lesquelles elles ont besoin d'aide et de demander l'aide d'elles-mêmes. On est tous un peu distants du handicap parce que je pense qu'on a tous peur que ça nous arrive. Et du coup, ce que j'ai remarqué avec Olivier, c'est que tout le monde est sympa avec Olivier. C'est le petit Olivier, enfin, tout le monde aime Olivier. Au point où justement, ça nous arrivait que une personne rentre dans le bureau en disant « Ah, qu'est-ce que je l'aime bien ce petit Antoine !» Il s'appelle pas Antoine, il s'appelle Olivier. En fait, les gens veulent forcément être charmants avec lui ou avoir un petit commentaire. Dès que quelqu'un va passer dans le bureau... Souvent, on essaye un peu de t'infantiliser, en fait... Je sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'on me parle comme si j'étais un enfant, alors que pas du tout. Non, mais ça arrive souvent, ça. Nous avons rencontré 2 collègues. L'un est valide et l'autre en situation de handicap. Et on a questionné leur relation de travail pour savoir comment ils faisaient au quotidien pour travailler ensemble, s'aider et éviter la discrimination. Grégory Barbotin, et je suis responsable du studio intégré, tout ce qui est graphisme, et je ne suis pas en situation de handicap. Olivier Michel, je suis graphiste et voilà. Et je suis en situation de handicap. Excusez-moi, j'ai oublié le plus important. Ça te fait rire. Oui, ça me fait rire. Oui. C'est même rez-de-chaussée la cantine. On va déjeuner là ? Oui. Bonjour. Je vais prendre le poisson et bleu fin. Tout starter ? Ouais. Vas-y, cerise, soyons fous. Sinon, il y a l'abricot. Non, cerise, c'est bon. Il y a fraise, hein ? Tu as fraise ? Non, c'est bon. Bon appétit. Ça, la technique à 2 plateaux. Tu vois, rien que de porter le plateau pour quelqu'un, ça crée une connexion directement, en fait. Si tu as une auxiliaire, elle va porter ton plateau, mais c'est pas une personne de l'équipe, elle va pas se rendre compte, en fait. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment ça a commencé la relation de travail ? Est-ce que, Olivier, vous avez eu besoin de dire « j'ai besoin que quelqu'un me porte mon plateau à la cantine » ou est-ce que c'est vous, Grégory, qui avez proposé ? Franchement, il m'a proposé son aide naturellement. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Et puis ça s'est fait naturellement. J'ai toujours eu des personnes qui m'ont aidé, en fait. Il y a toujours le manteau. Ça le prix du manteau.
à mettre mon manteau en fait. Justement, c'est un truc qu'on m'a dit, pourquoi tu mets pas un poncho, mais un minimum de style quand même. Il y a une frontière assez fine entre je vais proposer mon aide et c'est tout naturel d'aider quelqu'un qui en a besoin, handicap ou pas, et le côté je vais infantiliser quelqu'un parce que aider quelqu'un à mettre son manteau, une personne pourrait dire je me sens infantilisé quand d'office on me met un manteau. Qu'est-ce qui fait que dans une autre entreprise ça pourrait être mal vécu? Ce qui est naturel en fait, c'est qu'Olivier ne peut pas mettre son manteau tout seul. Donc, du coup, ça l'infantilise pas, il ne peut pas le mettre. Il faut se dire qu'une personne en situation de handicap, si elle va te demander un truc, tu peux être sûr que ça va être pour quelque chose d'indispensable en fait. Il faut prendre les personnes en situation de handicap comme tout le monde en fait. Quand j'entends ça, pour moi c'est une évidence. Oui, bien sûr que ce sont des gens comme nous. Bon, évidemment qu'ils ou elles sont comme tout le monde. Et si je dis qu'elles peuvent faire moins de choses que les autres, qu'elles sont moins capables, mais que c'est tout à fait normal, c'est pas de leur faute. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord aussi? Et si je dis que c'est validiste de penser ça, vous vous sentez comment? Vexé? Étonné? Gêné à l'idée d'être validiste sans le vouloir? Être validiste, malheureusement, c'est courant. C'est intégré dans notre culture depuis longtemps. Et même en étant la mère d'une enfant en situation de handicap, je me sens validiste. Parce que penser que les valides sont plus compétents ou plus capables, c'est ça, le début du validisme. Du coup, concrètement, entre collègues, comment faire pour aider, travailler, vivre ensemble, sans discrimination? Est-ce qu'il faut arrêter d'aider les autres? Dans les discriminations pleines de bonnes intentions, oui, effectivement, vous pouvez imaginer le truc, ouais, mais ça va être trop compliqué pour toi, t'es sourd, tu vas pas comprendre. Non, donne-moi une chance d'essayer. Peut-être que ça va fonctionner très bien, hein, parce que par exemple, typiquement, quand vous êtes sourd appareillé, comme c'est mon cas, le téléphone ne pose pas de problème, il y a juste une façon de le poser sur l'oreille. Une fois que les gens ont compris ça, ah donc tu peux téléphoner normalement en fait, bah oui, ok. Comme quoi, parfois la discrimination, elle résulte simplement d'une méconnaissance des choses. La méconnaissance des choses, justement, elle prend racine bien avant le monde du travail. Mais ça, c'est pour la saison 2 du podcast. En attendant, nous avons demandé à Marc Esselin de nous raconter la sensibilisation qu'il fait auprès de ses collègues pour éviter le validisme ambiant. Je suis Marc et j'ai 53 ans. Je suis ce qu'on appelle un malentendant depuis l'âge de 11 ans suite à une méningite. Pour ce qui est de mon activité professionnelle actuelle, donc je travaille comme cariste intérimaire en fait dans une entreprise alsacienne qui fabrique des cotons démaquillants. Et alors j'ai la chance dans cette entreprise-là d'avoir des collègues absolument super. Un peu grâce à moi parce que, en toute modestie, avec le temps, j'ai appris que si on met les gens devant le fait accompli du handicap qui pose un problème, parfois les réactions vont être pas toujours cool. Là, j'ai pris l'habitude de prévenir les gens. Tu vois, je suis handicapé, j'ai des appareils auditifs. Si je te fais répéter, c'est pas que je me fiche de toi, c'est que j'ai pas compris, etc., etc. Et mes collègues, eh bien, l'équipe actuelle, y compris mon supérieur, ils ont vraiment très très bien compris. Ils savent que comme j'ai besoin de les regarder pour les comprendre, si je suis en train de gerber une palette à 5 mètres de hauteur, je ne peux pas les regarder en même temps. Ils m'appellent Marco, simplement ils m'appellent. Et moi je leur réponds, j'arrive. Ils le savent, ils l'ont compris, parce que je leur ai expliqué. Si vous arrivez dans l'entreprise en étant déjà en situation de handicap, effectivement les recruteurs ont fait le pari que ça allait fonctionner, il reste à convaincre les collègues, et effectivement en se présentant, ne pas hésiter à faire part de son handicap. Et d'ailleurs, souvent quand je dis que je suis sourd partiel binaural, j'ai des gens qui me disent « Ah, ça m'intéresse, ça se passe comment pour se faire appareiller, tout ça ?» Donc du coup, ça crée du lien. Créer du lien, ça sonne bien. Ça évite la distance de l'héroïsation et de l'infantilisation dont on parlait au début de l'épisode. Donc, expliquer et sensibiliser les collègues valides, ça évite le validisme. Ok, donc si on en parle, c'est bon. Bon, mais si c'était si simple que ça ferait pas 15 minutes qu'on serait sur le sujet, non? Il y a quelque chose qui me gêne. Parce que si je résume, la personne en situation de handicap, elle doit gérer son handicap, la charge mentale liée au handicap, expliquer son handicap, sensibiliser ses collègues au handicap, les éduquer et travailler. Ça fait beaucoup, non? Et si cette responsabilité revenait à quelqu'un d'autre? C'est avec Mathilde François qu'on s'est posé cette question. Parce qu'avant d'être en situation de handicap, il y a à peine 4 ans, elle était valide.
Si moi je suis dans un très mauvais état, ce qui est problématique, c'est que ça arrive sans prévenir. Les crises dont je vous ai parlé tout à l'heure, des fois ça va très vite. Ça, c'est vraiment pas pratique. Quand ça s'enclenche, je sais que j'ai 45 secondes pour me mettre dans un Uber pour rentrer à la maison. Sinon, je vais dormir dans la rue. C'est-à-dire que quand la crise elle me tombe dessus, j'ai plus de jambes, je m'assois et je m'allonge où que je sois. Les yeux ils se ferment. Je pense que mon corps il se met en survie, quoi. Donc ça c'est très impressionnant, mais c'est très vulnérabilisant aussi de vivre l'espace public avec ça. Et après, c'est pareil au travail, c'est-à-dire qu'au travail, on se dit aujourd'hui, là, je vais avoir un enchaînement de réunions, donc je ne vais pas pouvoir prendre de pause entre les 2 réunions, donc il faut que j'anticipe, que je ne vais pas pouvoir remplir ma bouillotte, donc il faut que j'ai une bouillotte qui n'a pas besoin d'être remplie. Et ça, c'est un gros niveau de charge mentale aussi. Plus penser la question des médicaments, en fait, les antalgiques, ça marche si tu ne les prends pas quand tu es de douleur. C'est-à-dire qu'un antalgique, il ne faut pas attendre d'être en haut du pic de douleur, sinon ça marche beaucoup moins bien. Et donc, il y a tout un exercice à faire d'autodiagnostic permanent. Tu es tout le temps en train de te scanner, c'est épuisant. Tu te dis tout le temps, alors là, j'ai mal à combien? C'est quoi les petits signaux faibles? Qu'est-ce que ça présage? Tu essaies de lire un truc qui est absolument imprévisible. Donc ça, c'est épuisant. Et en fait, tout ça en plus du taf. C'est-à-dire que tu fais tout ça dans ton contexte professionnel et après, bien sûr, vient le travail suivant qui est faire la médiation. Et ça, c'est épuisant. Et en même temps, si tu le fais pas, tu romps la relation avec les autres humains. C'est-à-dire que c'est un cadeau que tu fais à la relation quand tu fais cet effort immense d'expliquer. Et que des fois, tu t'essaies d'expliquer et les gens, en face, ils sont mal parce qu'ils sont là, mais ça n'a pas de sens. Et toi, tu es là. Mais en fait, moi, je suis la première victime du fait que ça n'a pas de sens. Donc quand tu souffres par empathie, et je te remercie du fait que ça n'a pas de sens, ne me l'exprime pas comme si j'étais censée faire le SAV de ma souffrance à moi, qui est plus grande que la tienne. Donc ça, je trouve que c'est très dur. Et ensuite, on essaie d'expliquer aux autres, sauf que les autres, ils n'ont pas le temps de l'explication. C'est-à-dire que là, vous m'avez demandé comment il est mon corps, et comme je sais que c'est moi qui parle, j'ai parlé, et j'ai dit tout ce que je voulais, parce que c'est très important pour moi de détailler, parce que je trouve que c'est là qu'on rentre dans le vrai. Mais quand quelqu'un te dit comment ça va aujourd'hui, il n'est pas prêt à s'asseoir et à passer 25 minutes à prendre des notes sur un paperboard pour comprendre ce que tu lui expliques, tu vois. Il n'est pas prêt à se passer une L1 en biologie pour piger les enjeux de tes différentes protéines et des problèmes que tu as dans les mitochondries qui ne fonctionnent pas comme prévu, tu vois. Il y a beaucoup de couches de souffrance dans ma vie, entre les symptômes, le parcours médical, le validisme général. J'ai envie de retirer la dernière couche du tiramisu de la souffrance, qui est la couche de gérer les collègues et l'interaction avec les collègues et l'aménagement de poste et la jalousie de tout le monde quand on part un peu plus tôt le vendredi alors qu'on va chez le médecin. Parmi les personnes qui peuvent alléger le tiramisu de la souffrance, il y a les référents et référentes handicap qu'on trouve le plus souvent dans des grandes entreprises d'au moins 250 salariés. Et cette fois-ci, nous sommes allés voir la Sécurité sociale, qui est à l'origine de ce podcast, pour en savoir plus sur le rôle des référents et référentes handicap. Le rôle du référent handicap, pour moi, c'est vraiment un rôle de sensibilisation, d'accompagnement et d'intégration aussi dans la vie professionnelle. Je suis Jeanne Ferré, donc je travaille à l'URSSAF Caisse Nationale en tant que consultante interne RH au sein du département santé et qualité de vie et conditions de travail, et j'ai cette casquette de référente handicap. Alors lorsque quelqu'un arrive en situation de handicap, il n'y a pas forcément de sensibilisation. En fait, d'abord, c'est moi qui prends contact avec la personne pour voir justement quels sont ses besoins en termes d'aménagement de poste, et aussi voilà, s'il pense qu'une sensibilisation du collectif a un intérêt pour elle et si elle le souhaite. C'est uniquement la personne qui décide de dire son handicap et d'en parler à son équipe. Donc voilà, donc je prends contact avec elle en amont et on voit ce qu'elle souhaite. Mes managers, ils n'ont pas besoin de savoir le détail des localisations de mes lésions d'endométriose, ils ont besoin de savoir comment est-ce que mon état impacte mon travail. Donc moi, ça m'empêche des fois d'être concentrée, ou bien ça m'empêche de travailler trop longtemps dans la même position, par exemple. C'est concret pour lui. Et en fait, que j'ai une sclérose en plaques ou une polyarthrite ou je ne sais pas quoi d'autre, il s'en fout. Et ça, s'il y avait quelqu'un pour le dire, on gagnerait tous du temps et on gagnerait en douceur. Et dans l'autre sens, c'est pareil. S'il y avait quelqu'un pour dire au manager, la personne qui est handicapée ou malade, elle va avoir, ça sera très important que tu lui montres le soutien collectif, le soutien organisationnel. Rien que ça, ce serait incroyable. Donc peut-être comme base, le fait d'avoir quelqu'un qui connaît un peu les mécanismes réguliers, ça, ce serait pas mal déjà, juste ça. Le rôle de référent handicap est aussi un rôle de médiateur entre la personne en situation de handicap, le manager, les collaborateurs, et puis aussi pour sensibiliser vraiment l'ensemble de l'entreprise au sujet, quoi, et qu'il soit mieux pris en compte au quotidien. Il y a plusieurs outils qui sont à disposition
pour être sensibilisé aux différents types de handicap, aux bonnes attitudes à avoir. Souvent, c'est sur une typologie de handicap. Par exemple, on a fait sur le handicap psychique, un handicap dont on ne parle pas forcément en entreprise, qui est encore un peu tabou. Alors c'est vrai qu'il y a un outil qui est proposé justement par Lucans à toutes les caisses de sécurité sociale qui s'appelle le e-passeport. Et justement, dans cette plateforme, il y a des fiches de bonnes pratiques quand on est collaborateur d'une personne en situation de handicap et aussi pour les managers. Pour moi, le rôle du manager est essentiel, qu'il ait cette écoute, qu'il soit prêt à entendre aussi qu'une personne a une pathologie. Ce n'est pas forcément évident quand la personne vous le dit, comment réagir. Voilà, l'inclusion, c'est lui aussi qui la fait vivre au quotidien dans son équipe. Donc vraiment, c'est un acteur clé. Il n'y a pas que le référent handicap qui a ce rôle-là de maintien dans l'emploi et dans la sensibilisation du collectif de travail. C'est quelque chose qui doit être fait par le manager au quotidien. Le maintien en emploi et le rôle du ou de la manager, c'est pour l'épisode suivant. Je vous propose de creuser encore un peu la question de la sensibilisation du collectif de travail pour apprendre à inclure toutes les personnes et éviter une attitude validiste, qui, je vous le rappelle, consiste à voir le handicap comme la seule caractéristique d'une personne qui serait moins compétente qu'une personne valide. La plupart des handicaps, ce n'est pas des handicaps qui sont de naissance, c'est des handicaps qui sont acquis au cours de la vie professionnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la sensibilisation, de la communication au quotidien, parce que quand ça surgit dans sa vie, savoir quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les dispositifs. Puis aussi, ça peut aider votre collègue aussi. On est aussi là pour être solidaire, quoi. On est dans une entreprise quand même où une des valeurs, c'est la solidarité, l'équité de traitement. Moi, je me projette dans une grosse boîte. Pour la première fois de ma vie, depuis que je suis handicapée, je me dis « si seulement j'étais dans une énorme boîte où il y avait un service handicap avec quelqu'un qui pouvait expliquer à mes collègues ma maladie au lieu que ce soit moi qui le fasse. » Parce qu'à la mairie de Paris, ils ont formé leur manager à l'endométriose. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et donc, il y a des nanas qui témoignent et disent « ça fait du bien parce qu'avant, j'allais aux toilettes pour pleurer. » En fait, c'est ça, on se cache beaucoup. On se cache beaucoup pour ne pas imposer nos symptômes. Ça, c'est quand même très très violent, parce que déjà quand on vit nos symptômes, en plus on se cache, c'est un niveau d'humiliation totale, c'est-à-dire que ce que tu es, qui tu es, n'a pas ta place en société, quoi. Et le fait que son manager ait été formé à sa maladie par quelqu'un d'autre, que la légitimité soit extérieure, ça, rien que ça, c'est incroyable en fait, parce que c'est hyper soutenant. On n'est pas obligé de parler de son handicap en entreprise. Par exemple, là c'est vraiment un cas très concret. C'est une personne qui, lorsqu'elle est en déplacement avec ses collègues, le soir souvent il y a des moments informels où on va au restaurant, etc. Mais elle a beaucoup de mal à se déplacer, donc pour elle c'était très fatigant. Donc elle refusait d'aller au restaurant et ça la mettait un peu à part. Les personnes ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle ne participait pas à cette vie du service et elle n'osait pas en parler. Donc c'est vrai qu'elle est venue vers moi et pour qu'on en parle et justement ça va faire l'objet d'une sensibilisation au collectif du travail pour que la parole se libère sur le sujet, quoi. Et on réfléchit par rapport à ces contraintes, qu'est-ce que le collectif de travail peut mettre en place pour mieux l'inclure et puis pour qu'elle ait plus de confort. Donc là par exemple, c'est au lieu d'aller au restaurant dans le centre-ville, aller au restaurant de l'hôtel, pour elle ça lui change tout et puis elle sera inclue dans le collectif. Être formé pour soutenir et accompagner les personnes en situation de handicap, mais aussi pour sensibiliser le collectif de travail, c'est un des rôles de la personne référente handicap. Il existe même une formation, un diplôme universitaire pour être référent handicap. Et nous avons eu la chance de rencontrer la majeure de promo pour en savoir plus sur les bonnes pratiques. Dominique Garcia, je suis référente nationale handicap au sein de la Direction générale des finances publiques. Je suis moi-même en situation de handicap depuis mon tout jeune âge, suite à un accident de la vie. C'est une question un peu naïve exprès. Ouais. Est-ce qu'il faut être en situation de handicap pour être référent handicap ? Mais c'est la question qui nous est posée souvent. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être en situation de handicap pour mieux comprendre les personnes en situation de handicap. Dans l'accompagnement d'une personne en situation de handicap, il faut toujours placer la personne au centre du dispositif. Quand on est référent handicap, il faut vraiment savoir se positionner. Parce qu'on a d'un côté la hiérarchie et de l'autre la personne concernée par le handicap. Et on a aussi face à nous le collectif de travail. Si je résume les bonnes pratiques à avoir entre collègues, je dirais ne pas imposer son aide, ne pas estimer la capacité ou l'incapacité d'une personne à sa place, mettre en place un ou une référente handicap, sensibiliser le collectif de travail au handicap, expliquer le handicap d'une personne avec son accord et avec l'aide d'une personne référente handicap si possible. Dans le rôle du référent handicap, il y a une écoute attentive et active qui est la base pour comprendre et agir. Et ça, c'est important.
Et ça demande un effort collectif, une sensibilisation et se remettre chacun d'entre nous en question par rapport à nos a priori ou à nos préjugés. C'est ça qui est important. Et ça permet justement d'être beaucoup plus inclusif. C'est important tout ça. Tout ce que je vous dis là, c'est très important. Que vous soyez en situation de handicap ou valide, que vous soyez validiste ou pas, ou peu, que vous soyez collègue ou un poste de direction, je vous propose d'écouter de façon attentive et active ce qui va suivre. Le handicap, c'est juste un handicap. Il n'y a pas de honte à être handicapé. Il n'y a pas non plus de fierté particulière. On est comme on est. Je veux dire, on ne choisit pas. On ne choisit pas sa naissance. On ne choisit pas sa couleur de peau. On ne choisit pas le groupe ethnique auquel on appartient. On ne choisit pas la religion de nos parents. On ne choisit pas le pays dans lequel on est venu au monde. On ne choisit pas les traits de caractère qui nous sont légués génétiquement. Il y a plein de choses qu'on ne choisit pas. Et on va vivre avec. Et au fond, ce dont on parle là, de regard sur la diversité et la singularité, et l'accueil un petit peu de l'autre, du moins cette posture ouverte, c'est vrai pour des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, visible, pas visible, que sais-je. Ça peut être valable pour bien d'autres types de diversité. Et au fond, ce dont on parle là, c'est une question d'humanité et de différence. C'est pas forcément propre au handicap et c'est beaucoup plus large que la question du travail uniquement. Ouais. Toutes les discriminations ont une origine commune, que je résume moi comme ça, la peur de l'altérité, la peur de l'autre, quoi. Lui, c'est Henri-Jacques Sticker, anthropologue du handicap, vous l'avez entendu dans le premier épisode. Parce qu'on aime bien que ça nous ressemble. Et quand ça ne nous ressemble pas, alors c'est au plus bas gênant, au plus haut dangereux. Nous sommes dans la diversité. Et le mot diversité me paraît très très important. Il y a de tout dans le monde, si j'ose dire. Il y a des grands, des petits, des vieux, des plus jeunes, etc. Des gens en fauteuil roulant. Acceptons qu'il y ait une grande diversité. Dans le prochain épisode, c'est de la mobilité dans l'emploi, de l'évolution professionnelle dont on va parler. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'au cours des différents entretiens que l'on a pu faire, quand on parlait d'avenir professionnel, on entendait surtout parler de maintien en emploi. Donc on va surtout questionner la situation du handicap quand elle dure dans le temps. Pour cet avant-dernier épisode, on grimpe un peu les échelons pour échanger avec des personnes qui sont à des postes de responsabilité et qui ont les moyens de faire changer les choses. En attendant, je vous invite à mettre en pratique tout ce que vous avez découvert dans cet épisode. Merci et rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, au boulot. Au boulot. Au boulot.